Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org. La conférence qui aura lieu le 11 février, donc c'est tout soudain. Absolument. Bah écoute, du coup, je peux te raconter un peu comment on en est arrivé là, parce que je trouve que c'est vraiment une démarche hyper intéressante. Donc, il y a plusieurs années, en fait, le deuxième observatoire s'est donné les moyens d'aller observer ce qui se passait dans les structures, d'abord de la petite enfance et puis après de l'école primaire. Et puis, forte de ces observations, en fait, les membres du deuxième observatoire ont publié des guides à destination des professionnels et de la petite enfance et de l'école primaire, en donnant des pistes de réflexion, en partageant les observations, et puis en essayant de transmettre des outils pédagogiques. Et dans le cadre de ces observations-là, c'est clair que la manière d'occuper l'espace, en soi, mais aussi du coup l'espace des cours de récréation, l'espace dans la classe, tout ça c'est devenu des éléments qui étaient très relevants, tu vois, en termes de différence entre les petites filles et les garçons. Et puis, là, on est dans quelque part une troisième phase de cette démarche où, en fait, on a retravaillé à peu près une année pour monter un projet sur 3 ans pour le faire financer, où on intervient à la fois dans les structures auprès des structures de la petite enfance auprès des adultes et des structures pour en fait accompagner ces structures à intégrer les questions de genre dans leur organisation interne. Et puis auprès de l'école primaire, on intervient à la fois auprès du corps enseignant et à la fois auprès des élèves. Et puis, donc, tu vois, forte de cette recherche, de ces observations, ensuite compilées avec les recherches académiques qui ont pu se faire sur ces thèmes-là, et puis de ce qu'on continue à être nourri par ces terrains, il y a vraiment des enjeux absolument saillants et desquels il faut s'emparer, notamment dans la cour de récréation. Ouais. Alors, comment l'expertise s'est construite. Ouais. Le libellé, c'est l'égalité de genre dans les cours d'école. Ça se tiendra, donc on l'a dit, le 11 février à 18h30. Donc il y aura quand même une séance en présence des personnes ou bien ça n'est que webinaire? Non, malheureusement, c'est que webinaire, ça a dû s'adapter. Donc, en fait, on peut aller sur le site du deuxième observatoire et puis, en fait, il y a un lien pour envoyer un email. C'est organisé, en fait, par le service de l'urbanisme de la ville d'Yverdon. Donc, il faut leur écrire pour s'inscrire à la réunion et recevoir un lien. Mais d'ici je sais pas quel sera leur degré de rapidité ou pas, mais ce sera en ligne sur le site de la ville d'Yverdon. D'accord. Et puis, on le rappelle, www.2e-observatoire.com, le site du deuxième observatoire. Alors, tu l'as dit, c'est organisé donc par la ville d'Yverdon. Qui intervient? Quel est le programme? Bon, alors l'idée, c'est, je crois que ce service de l'urbanisme organise différentes conférences, donc qui est adressée aux spécialistes de l'urbanisme, mais pas que, avec cette question en fait des aménagements. Je pense qu'il y a cet intérêt-là des cours de récréation, ce qui s'y trame. Et donc, pour réfléchir à ça, il y aura Karine Duplan, qui est en fait une chercheuse à l'Université de Genève, dans un ancrage plutôt géographique. Donc, son titre, c'est, je ne veux pas à nouveau parler à sa place, c'est Présentation autour de la dimension spatiale des inégalités de genre et des enjeux en termes d'inclusivité. Donc, elle va faire une première intervention. Et puis après, moi, je vais évoquer justement ces différents terrains auprès des élèves, parce que c'est hyper chouette. Là, c'est des ateliers où on a eu la chance de pouvoir monter une intervention en 2 séances avec les élèves, 5e primaire, donc qui vont en fait entre 2 séances que j'équipe à devenir un peu des détectives du genre comme ça, et puis à mener des explorations, des observations, que ce soit au niveau de la prise de parole dans la classe, que ce soit au niveau des représentations du masculin et du féminin dans les livres de leur classe, et puis de la cour de récréation. Donc, il y a des petits groupes comme ça qui partent avec leur loupe symbolique pour aller observer ce qui se trame dans cette cour de récréation notamment. Et la 2e séance, j'ai ces observations qui me sont ramenées par les groupes d'élèves et on en discute. Et là, c'est vraiment
si tu veux, quand je leur propose de partir dans ces explorations, je leur nomme pas les problèmes avant qu'ils aillent à y observer, tu vois. Donc c'est pas que je leur dis vous allez voir à la cour de récréation, les petites filles et les petits garçons ne jouent pas ensemble et ne font pas les mêmes jeux et n'occupent pas les mêmes espaces de cette cour de récréation. Mais par contre, dans leurs observations, il y a vraiment cette conscience que c'est très différent la récré quand on est une petite fille ou quand on est un petit garçon. Ouais. Absolument. Je précise juste qu'effectivement le mail pour l'inscription est le suivant: urb, donc urbanisme, urb@ylb, donc yverdon.ch. Et a priori jusqu'au 10 février, donc il faut le faire quand même le plus vite possible. Bon, de toute façon c'est le 11, mais voilà, ça c'est le mail, je le mettrai évidemment au libellé du podcast. Alors, tu l'as dit, les deux leviers sur lesquels intervenir, c'est l'aménagement, donc d'une partie comment c'est fait géographiquement, et puis l'occupation, la manière dont on va utiliser cet aménagement, c'est ça? C'est ça, c'est toujours les choses, elles sont nécessaires et non suffisantes, tu sais, comme on disait en maths, parce que par exemple, donc il y a des écoles sur Genève qui ont réfléchi à ça, et il y a vraiment des questionnements très matériels à avoir, ou par exemple une école, une cour de récré qui serait un peu construite un peu à l'ancienne, avec un terrain de foot qui occuperait toute la place centrale. Puis tu vois un terrain de foot avec les buts en dur, donc vraiment quelque chose d'instauré, crée en fait plein d'inégalités, parce que d'une part il y a le fait que c'est très valorisé, tu vois, comme activité, donc c'est central, ça occupe toute la cour de récré, et puis que les filles étaient très peu présentes sur ces terrains. Et que certes tous les garçons ne jouent pas au foot, mais les garçons, il y a une chercheuse, une géographe du genre, Edith Marouet-Joule, qui travaille beaucoup sur ces questions et qui fait faire aussi des schémas aux enfants de leur manière d'occuper l'espace, de traverser les cours de récréation, etc. Et qui montrait que certes tous les garçons ne jouent pas au foot, mais se sentent légitimes pour par exemple traverser, ne serait-ce que traverser ce terrain de foot, alors que les filles non seulement ne l'occupent pas, n'osent pas le traverser, donc auront des stratégies d'évitement pour se rendre d'un point A à un point B, et puis qu'elles sont du coup cantonnées dans des activités en marge. Tu peux parler aux amis autour de toi, il y a tellement de récits. Ah ouais, mais en fait, moi je me souviens, on était une bande de filles, on se mettait sous les buissons, et puis on discutait là-dessous, on était cachés, c'était super. Oui, sans doute, c'était vraiment très chouette de se cacher, d'être dans des endroits un peu comme ça, mais c'est un apprentissage au tout début, tu vois, de ta vie sociale, d'un endroit dans lequel tu serais plus bienvenu qu'un autre. Oui. Donc, par exemple, des écoles ont tout simplement enlevé les buts en dur, tu vois, c'est l'école du 31 décembre, pas pour interdire le foot, mais en fait pour lui donner une place un peu moins centrale, vraiment géographique de la cour de récréation. En fait, c'est une manière de formaliser le fait que ce qui serait le plus important à faire dans cette cour de récré, c'est jouer au foot. Et puis en fait, il y a aussi toute une réflexion parce que, par exemple, les petits garçons, ils peuvent, quand tu parles de ça, ils peuvent dire oui, mais de toute façon, les filles, elles n'ont pas envie de jouer au foot. Cette matérialisation du terrain, elle permet de chasser également. Elle permet de s'y retrancher et de dire non, cette zone-là, tu le vois bien, elle est certifiée. Réservé à ce jeu-là auquel tu n'es pas convié. T'es pas convié. Alors si on parle du fait que les filles ne sont pas les bienvenues, avec par exemple cet argument, mais tu sais pas jouer, ou de toute façon tu marques aucun but. Et puis justement c'est là où on retrouve aussi la réflexion autour de que les filles n'auraient pas envie d'y aller, parce qu'effectivement très tôt, les petits garçons vont être plus largement, tout ça bouge, puis il y a des exceptions, c'est pas la question, mais sont encore plus largement encouragés à s'entraîner hors de l'école à ces pratiques de football notamment, tu vois. Donc forcément, tu vas acquérir des compétences, des compétences de jeu qui vont faire que effectivement en face, jouer avec quelqu'un qui ne joue jamais, c'est moins excitant, tu vois. Mais la question, c'est de se dire en fait comment on peut aussi favoriser ou faire naître les envies. C'est ça. Donc il y a des initiatives aussi où des classes, des écoles vont par exemple
ouvrir des lieux spécifiquement pour les petites filles, pour leur apprendre finalement le jeu, pour les équiper en compétences, pour qu'après aussi chacune et chacun ait plus de plaisir à jouer ensemble. Donc ça, c'est... Ouais. Alors justement, j'avais une question à ce propos, mais je ne veux pas t'interrompre. Non, mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est toujours intéressant de dire, est-ce que filles et garçons ont le droit de jouer au football? Ben oui. Tout le monde a le droit de jouer au football, tout le monde a le droit d'occuper la place qu'il veut dans la cour de récré. Mais après, quand tu observes plus finement, tu vois que c'est pas possible de la même manière pour chacune et chacun, en fait. Et que du coup, si c'est moins, tu vois, si tu te sens pas bienvenue, si tu te sens pas équipée, pas compétente, donc forcément à la fin, tu n'auras pas envie. Donc c'est pour ça que l'aménagement de la cour de récré, c'est un conte. Mais après, il faut accompagner une occupation différente de ces lieux-là, tu vois. Ouais. Par exemple, peut-être donner cette chercheuse géographe du genre, Edith Marouet-Jules, c'est intéressant, elle pense la cour de récré en 3 zones, tu vois, zone dynamique, zone moyenne et zone calme. Et puis l'idée, c'est que la zone calme, elle soit plutôt au centre de la cour de récréation et que ce soit plutôt les zones dynamiques qui soient un peu mises de côté, tu vois, aussi pour valoriser ces activités qu'on attribue au féminin, de faire d'autres jeux, d'autres discussions, que ce soit pas relégué sous les buissons, tu vois, mais que ça prenne son espace, sa légitimité, sa valorisation au cœur de la cour de récréation. Ouais. Je trouve que c'est extrêmement éclairant ce que tu dis là. La question que j'avais, à laquelle tu as partiellement répondu, en tout cas de mon point de vue, c'est la suivante: comment rendre attentif et inclusive une atmosphère sans y intervenir lourdement, ou en y exerçant un contrôle rapproché, voilà, par exemple avec des profs qui sont là pour faire la discipline et tout. Et tu viens de le dire, il y a cet aménagement-là. Ce sur quoi je me questionne également, c'est qui peut amener ces solutions-là? Parce que tu l'as déjà dit en ébauche, vous avez fait une sorte d'enquête avec les élèves. Ça me paraît être extrêmement intéressant que eux-mêmes puissent observer et agir. Selon toi, est-ce que effectivement il y a également des spécialistes qui interviennent? Les parents doivent être inclus là-dedans, les professeurs également, la hiérarchie. Enfin, qui peut réfléchir et agir de concert pour rendre justement encore plus attentif et inclusive cette atmosphère des pré. Plusieurs choses. Donc d'une part, dans moi, ce que j'encourage dans ces enquêtes que je propose aux élèves, c'est en fait de mettre à l'œuvre un esprit critique, tu vois, d'aller vraiment observer comment les choses se passent, de remettre en question et tout. Moi, c'est en fait, j'ai qu'une envie, c'est de leur transmettre cet esprit critique. Après, la récolte de la parole finalement des experts et expertes de la cour de récré que sont les enfants, c'est hyper important. Par exemple, l'école du 31 décembre, c'est vraiment un projet passionnant parce qu'en fait, les établissements primaires, notamment, je crois, ont dû à un moment donné s'équiper de dimensions consultatoires, donc en montant des conseils de classe et puis, si possible, des conseils d'école avec les élèves. Donc. Et puis, en fait, quand ça s'est mis en place, l'école du 31 décembre, elle s'est emparée de cette invitation à monter ces conseils de classe et d'école en intégrant les préoccupations de genre dans les discussions qui allaient être menées avec les élèves. Et puis, du coup, cette occupation de la cour de récré, elle a été vivement débattue, nourrie d'expériences individuelles, de désirs, tu vois, ça a vraiment été négocié avec les élèves. Et ça, c'est juste fondamental parce que, en fait, une autre chose qui est cruciale, en fait, dans ces cours de récréation notamment, mais c'est pas seulement le fait que chacune et chacun n'ait pas accès à la même place, si tu veux, centrale ou en marge de ces espaces, mais c'est aussi que les enfants jouent très peu ensemble en termes de filles-garçons. En fait, quand tu observes, et puis il y avait une petite fille qui me disait l'autre jour, elle me disait, ouais, quand on regarde de loin, on a l'impression que tout le monde joue ensemble. Mais quand on regarde de plus près, on voit que les filles courent derrière les filles, que les garçons courent derrière les garçons, tu vois. Et puis en fait, nous, quelque part, c'est un véritable enjeu, cette mixité. Parce que si tu commences un peu à regarder les pratiques professionnelles, amicales et tout, même adultes, on est assez peu mixte finalement, tu vois. On n'a un peu pas tellement les codes pour comment remettre en question les différences qui n'en sont peut-être finalement pas, comment tu vois. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'autour de la cour de récré, cet enjeu de mixité qui s'est débattu dans ces conseils de classe et tout, c'est justement ça. En fait, se mélanger, c'est négocier,
c'est céder de la place au désir de l'autre, à ses volontés. Tu vois, tout ce jeu-là, il est fondamental, même d'un point de vue démocratique, tu vois. Donc en fait, d'associer effectivement la parole des enfants, tu me demandais qui c'est qui devait un peu réfléchir à ces espaces-là. Bah, tu vois, quand on dit l'aménagement, il est nécessaire, mais il est non suffisant. Il faut réfléchir à comment on va encourager et diversifier les pratiques. Donc ça doit être accompagné. Donc il faut vraiment un engagement de l'établissement, tu vois, avec l'ensemble des profs. Une des personnes qui était très active dans cette école du 31 décembre, elle m'a partagé l'autre jour à quel point c'était important d'équiper les pratiques, donc de faire venir des associations sportives qui vont par exemple le rugby ou d'amener d'autres types de jeux. Il y avait aussi les jeux de cirque qui étaient amenés dans cette école. Puis du coup, tous les élèves et les adultes se sont formés à comment on joue à ces jeux-là un peu inédits. Donc c'est équiper les pratiques. Et puis c'est en termes de modèle. Donc c'est important qu'il y ait aussi des adultes qui montrent que oui, une femme, elle peut jouer au badminton et super bien, elle peut jouer au foot, tu vois. Et puis les parents... alors c'est sûr que si tout le monde avance de concert, c'est magnifique. Donc dans quelles occasions ça peut se dérouler. Mais tu vois, c'est marrant parce que sur les questions de genre, on est souvent en train de dire oui, mais le problème c'est les éducations à la maison, l'aspect culturel, etc. Et puis en fait, c'est des questions qui se posent moins sur l'écologie, sur le racisme, etc. On avance, quoi. Tu vois, on n'attend pas que tout soit à l'unisson pour avancer. Donc c'est à la fois collectiviser et puis à la fois proposer des transformations des normes, des valeurs, et puis embarquer après tout le monde. Ouais. Est-ce que justement c'est pas des fois un travail de longue haleine, parce que comme tu l'as dit, il y a peut-être des enfants qui importent des attitudes qu'ils rencontrent au sein de leur famille. Qui sont peut-être organisés de manière différemment, avec on sait que le patriarcat est encore bien présent. Est-ce que c'est pas encore un travail vraiment de longue haleine qui va nécessiter un travail qui va peut-être concerner également qui sera fait également à l'intérieur des classes, c'est-à-dire en amont et en aval du préau. Absolument, oui. Alors le préau est un endroit, mais c'est ça où on voit effectivement de longue haleine. Oh yes, de très très longue haleine. Okay. Mais en même temps, tu vois, je te parlais de moins 1200 avant Jésus-Christ. Oui, donc voilà. Les enjeux sont présents depuis très très longtemps. Alors forcément, ça prend du temps. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on voit que pour que la transformation ait lieu, pour que le changement ait lieu, il faut vraiment des implications collectives. Qui se déroule. Tu peux pas faire un petit truc dans un petit coin et puis point barre. Faut réfléchir un peu de manière holistique à l'implémentation de ces questions-là. Et du coup, j'ai perdu le fil. Est-ce que j'ai bien répondu à ça? Non, oui, tout à fait. Oui. C'était sur le travail de longue haleine. Ce que je voulais dire, ce qui était important encore, c'est qu'avant, tu me demandais aussi si ces questions-là étaient différentes suivant les pays ou les autres. Oui. Tu sais, on entend souvent de la part du public qu'on rencontre, particulièrement adultes, dire oui, nous c'est ok, mais le problème c'est les autres cultures, tu vois. Et puis en fait, c'est très problématique de penser comme ça, parce que ici, on a vraiment peut-être que les choses, elles sont un peu moins dites, ou tu vois, elles sont un peu plus polissées, mais elles sont tout aussi vives. Oui. À dérouler chez nous, tu vois. C'est toujours un peu dangereux de pointer l'autre qui aurait, lui, plus de problèmes que toi, tu vois. Absolument. L'égalité de genre dans les cours d'école, un webinaire qui se tient le 11 février prochain à 18h30. Les inscriptions, on l'a dit, c'est au mail suivant, urb@ylb.ch, les inscriptions le plus vite possible. Que dire? Déjà, je te remercie beaucoup, Alessandra Cencin, d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup de ton invitation. Écoute, non, avec plaisir, parce qu'on l'a dit, c'est vraiment un travail de longue haleine, et puis nous, ça nous est précieux, ces explications. Tu es donc chef de projet au 2e observatoire, tu t'occupes du volet plutôt Institut roman de recherche et de formation sur les rapports de genre, ce qui ne veut pas dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en interconnexion, donc les deux volets avec le centre de compétences en matière de risques psychosociaux.
souffrance et harcèlement au travail. Probablement, on en reparlera. En tout cas, nous, on va te solliciter pour nous envoyer quelqu'un qui souhaiterait être questionné à ce propos-là. Le site internet, c'est www.2e-observatoire.com. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait là aussi une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais souhaité répondre. Non, mais j'ai le cerveau en ébullition parce que je commence déjà à me dire puis j'aurais pu dire ça, puis j'aurais peut-être pas dû dire ça. Oui. Tout ça. Alors, on va arrêter là la gamberge. Non, mais je crois que tu as été quand même relativement exhaustive et que, en tout cas, on a fait l'idée, c'est de donner envie non seulement d'assister au webinaire, mais d'aller sur le site internet du deuxième observatoire. Par exemple, ces guides que j'évoquais sont en PDF. Sous documentation sur notre site, donc on peut tout à fait regarder ce qui se trame dans ces espaces de la petite enfance et du primaire. Ok, très bien. Et puis toi, sinon des projets à venir, comment vois-tu ces prochaines années et la lutte continuelle pour justement essayer de dépasser ces rapports problématiques et déséquilibrés? Il y a plein d'enjeux, mais tu vois, justement, je te parlais de la nécessité d'avancer de manière assez holistique. Et en fait, si tu veux, il y a un temps politique qui est depuis quelques années, qui s'est vraiment ouvert, qui était favorable à commencer à se préoccuper de ces enjeux de genre. Et puis en même temps, c'est un peu l'autre côté de la médaille, c'est que on peut être assez, ça peut être aussi des démarches alibi, tu vois. On dit, OK, sensibilisation, fait suivant, tu vois. Et puis, en fait, on voit que pour vraiment accompagner le changement, il faut un engagement d'une organisation, d'un établissement un peu plus global. Et ça, en fait, je souhaite, parce que nous, on essaye de vraiment mettre en place ça sur le terrain, tu vois. Et je souhaite que cette prise de conscience-là se fasse, que, c'est pas une boîte à outils magique qui va donner des effets tout de suite. C'est un travail qui est à la fois... c'est un travail du quotidien, c'est une sorte de posture, mais c'est quelque chose où il faut faire plus que juste 2 heures de sensibilisation. Et ça, j'espère que cette prise de conscience, elle se passe. Et puis l'autre chose aussi, c'est que j'espère qu'on va vite pouvoir revenir à du présentiel, comme on dit de nos jours, parce que c'est vraiment redoutable d'avoir à fonctionner dans ces espaces numériques qui sont très utiles pour plein de raisons. Mais par ailleurs, je trouve que notre métier, c'est vraiment de rencontrer, de sentir les résistances, de sentir les questions, tu vois, de pouvoir s'adapter au public. Et j'espère, je me réjouis que tout ça puisse de nouveau se dérouler pleinement. Très bien. Je te remercie beaucoup et je te souhaite bonne chance pour la suite des opérations. Merci. À tout bientôt. Et à tout bientôt. Libre Radio, www.libradio.org. Le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.